Et tout de suite, place à l'invité du grand journal de Média 1 Morning. Le chef de l'OTAN a réuni mercredi à Bruxelles le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les dirigeants des principales puissances européennes pour évoquer la guerre en Ukraine à quelques semaines du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Pour en parler, nous sommes en direct avec Monsieur Henri Nzouzi, analyste politique. Bonjour Henri Nzouzi, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, bonjour. Monsieur Henri Nzouzi, que peut-on attendre de ce sommet? S'agit-il d'un sommet symbolique ou bien on attend vraiment des avancées concrètes concernant le conflit russo-ukrainien? Écoutez, certains seraient tentés de dire que c'est un sommet supplémentaire, mais il est toujours utile de se retrouver pour parler, faire une évaluation de la situation et lever les options les plus importantes à un moment où précisément la situation évolue à un rythme effréné. Je rappelle que tout cela se fait dans un contexte où les yeux sont rivés vers Washington, puisque le 20 janvier prochain, Donald Trump sera investi comme président des États-Unis. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a des initiatives qui sont peut-être perçues comme des manœuvres permettant à certains acteurs de pouvoir tirer profit de la situation sur le terrain, de manière à voir comment est-ce que l'administration Trump réagira. Pour autant, je pense qu'il est important à l'heure actuelle de pouvoir, en tout cas au niveau européen, essayer de resserrer les rangs face désormais, je dirais, à une Amérique qui a bien l'intention de placer chacun devant ses responsabilités après, il faut bien le dire, après 75 ans de, j'allais dire, rente sécuritaire héritée donc depuis la création de l'OTAN en 1949. Pour Volodymyr Zelensky, évidemment, c'est un moment important puisqu'il s'agit de jauger la capacité réelle ou supposée des Occidentaux à continuer à le soutenir en dépit des débats internes qui sévissent dans les différents pays. La semaine dernière, le secrétaire général de l'OTAN a dépeint un sombre tableau pour appeler les pays de l'OTAN à dépenser beaucoup plus pour leur défense face à la menace russe. Ce discours alarmiste est-il justifié? Oui, il est amplement justifié puisque je viens de l'évoquer, les États-Unis ont décidé de se recentrer au niveau national et à dépenser beaucoup moins que ce qu'ont en réalité fait la plupart des alliés durant cette longue période. Il s'agit véritablement pour les Européens d'un défi qui leur est lancé de pouvoir jeter les bases de ce qui pourrait à terme ressembler à une défense Europe commune, mais aussi autonome, qui pourrait éventuellement s'affranchir d'une tutelle américaine qui n'a que trop duré. Mais l'exercice a quand même ses limites parce que les intérêts des uns sont imbriqués dans ceux des autres. C'est un long chantier, mais il est vrai que Donald Trump a provoqué un véritable électrochoc en rappelant la nécessité pour les Européens de s'organiser. Je rappelle que l'Ukraine, c'est à moins de 2 heures de Paris en avion. Ça veut dire que toute dégradation brusque de la situation dans ce pays aura forcément des conséquences fâcheuses pour le reste des pays européens. Donald Trump a assuré à maintes reprises qu'il était capable de négocier un terme à cette guerre en 24 heures. Le chemin de la paix est-il encore possible, selon vous, entre l'Ukraine et la Russie ? Alors, je dirais qu'il est tout à fait possible, mais encore une fois, l'évolution de la situation sur le terrain peut inciter Moscou à freiner des cas de fer, parce qu'à l'heure actuelle, Moscou entend bien pousser son avantage
pour peut-être contraindre, je dirais, l'Ukraine à des négociations à minima, c'est-à-dire que la renonciation de pratiquement 20 à 25% du territoire ukrainien serait dans la balance, avec bien évidemment l'Ukraine, même si cette dernière n'a pas été reconnue, en tout cas depuis son annexion par la communauté internationale. Mais il faut bien comprendre les choses. Ce conflit entre dans sa troisième année, l'opinion publique ukrainienne est lassée, il y a énormément de victimes, les dégâts collatéraux se font sentir sur le plan énergétique en Europe, gaz, pétrole, cela impacte fortement sur la croissance et remet en cause un certain nombre d'efforts qui ont été consentis jusqu'à présent. Je pense que l'heure de vérité interviendra après le 20 janvier. Gardons-nous des déclarations d'intention ou des déclarations péremptoires, comme celle que Trump avait notamment citée en disant qu'il pouvait régler le problème en 24 heures. Tout le monde sait très bien que ce n'est pas très sérieux et qu'en réalité, ça prendra du temps. Ce qui est important peut-être aussi, c'est de faire entrer dans la boucle au moment des négociations des pays qui peuvent avoir une petite influence sur la Russie. Je pense évidemment à la Chine et dans une moindre mesure l'Inde, qui, je rappelle, appartiennent tous les deux au même bloc, les BRICS. Mhm. Cela pourrait effectivement donner une dimension beaucoup plus globale à la perspective de négociation. Depuis sa victoire à la présidentielle américaine, l'ombre de Donald Trump pèse sur les épaules de l'OTAN. On se pose la question, que va-t-il advenir de l'Ukraine maintenant que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche et quelles sont les perspectives de son adhésion à l'OTAN? C'est beaucoup trop tôt pour le dire, même s'il y a, c'est vrai, des pays qui plaident ouvertement pour une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, mais l'histoire récente montre que, en réalité, aucun pays en guerre n'a pu assurer son intégration dans l'OTAN, parce qu'une intégration dans ces conditions ferait donc du reste de l'OTAN des autres pays, des belligérants potentiels, et donc forcément des cibles légitimes pour la Russie, ce qui, vous vous doutez bien, pose un vrai problème, au moins au niveau des opinions publiques occidentales qui aspirent à la paix, à un retour à la normalisation en Ukraine, pour une situation qui n'a véritablement que trop duré. Je dirais que sur ce dossier-là, les dirigeants européens, les dirigeants occidentaux devront impérativement tenir compte de leur opinion publique, car ce sont des décisions qui vont engager dans la durée toute une génération de gens, de personnes qui aujourd'hui craignent évidemment que la Russie ne mette à exécution ces menaces. Et ces menaces sont de plus en plus prégnantes, on le voit depuis notamment la dernière débâcle russe en Syrie. Igor Kirillov, haut responsable de l'armée russe, a été tué mardi dans une explosion au sud-est de Moscou, une attaque qui a été revendiquée par l'Ukraine. Selon vous, quelles peuvent être les conséquences de cette attaque? Mais la première conséquence, évidemment, c'est que la Russie va riposter. La Russie aussi, on se rend bien compte, évidemment, qu'elle reste vulnérable en dépit de sa puissance militaire réelle ou supposée. Aujourd'hui, les observateurs les plus avisés s'accordent à dire qu'en dehors de la capacité de la Russie de frapper n'importe quelle cible à distance avec ses différents missiles, eh bien, au niveau militaire, il y a effectivement des failles considérables, ce qui justifie d'ailleurs le renfort de troupes nord-coréennes. Mais l'assassinat de ce général montre à quel point la Russie reste évidemment vulnérable. Ce n'est pas la première action d'éclat. Alors, on ne sait pas qui est le commanditaire, mais euh, Moscou cible bien évidemment Kiev, ce qui est tout à fait normal en ces temps de guerre, mais cela montre effectivement que aujourd'hui, si la responsabilité de l'Ukraine est établie, eh bien, l'Ukraine a la capacité de frapper n'importe où, n'importe quand en Russie pour affaiblir Poutine notamment, et puis surtout pour montrer en réalité que l'invincibilité de l'armée russe, en fait, n'est peut-être qu'un mythe. Cela étant, sur le plan psychologique, cela porte un coup dur au moral et cela, évidemment, entraînera une riposte dont nous ne connaissons pas encore les conséquences, mais dont nous pouvons aisément deviner qu'elles seront incalculables.
Sur la ligne de front, Moscou a revendiqué ce mercredi la prise de 2 nouvelles localités à l'est de l'Ukraine. La Russie indique avoir pris 4500 km de territoire ukrainien cette année. Monsieur Nzouzi, comment expliquer ces avancées russes malgré les multiples aides militaires occidentales? Alors évidemment, il faut bien avoir présent à l'esprit que la plupart des aides occidentales qui sont annoncées doivent être réalisées dans le temps. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on va débloquer autant ou que l'on va fournir ceci que cela est fait dans la semaine ou dans le mois qui suit. Ça prend énormément de temps, c'est un long processus. C'est ce temps que met à profit l'artillerie russe pour avancer. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que Vladimir Poutine, en réalité, n'a aucun intérêt à négocier pour l'instant. Il a plutôt intérêt à accroître son avantage territorial. Aujourd'hui, c'est plus ou moins 20 à 25% du territoire russe. Il est probable, du territoire ukrainien. Il est probable que l'objectif de Poutine est d'obtenir, ou en tout cas de conquérir jusqu'à 30% du territoire. À ce moment-là, il sera très difficile pour l'Ukraine de continuer à résister et peut-être qu'à ce moment-là, et même les Occidentaux, pour ne pas dire les Américains, pourraient être tentés d'inviter tout simplement l'Ukraine à renoncer à une partie importante de son territoire en échange d'une paix, en échange d'un certain nombre de modalités qui pourraient les sécuriser. On voit très bien que cette guerre est véritablement asymétrique. À chaque action spectaculaire de l'Ukraine, éventuellement sur le territoire russe, correspond une avancée de la Russie dans la conquête de certains territoires. On voit très bien qu'il n'y a pas vraiment de cause à effet, mais cela montre aussi et surtout qu'après 3 années de conflit, l'Ukraine est véritablement exsangue et que même les pays qui ont décidé, qui ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine, éprouvent aujourd'hui aussi les difficultés à pouvoir dégager les marges de manœuvre financières nécessaires. Je rappelle que tous ces pays contributeurs ont leurs propres problèmes et à un moment donné, ces problèmes vont se poser avec acuité et seront malheureusement une occasion pour la plupart d'entre eux de pouvoir lever le pied en termes de soutien. Monsieur Henri Nzouzi, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci infiniment de m'avoir accueilli.